Les années 2010 ont été l'âge d'or du piratage. BitTorrent représentait un tiers de tout le trafic Internet. LimeWire avait plus d'utilisateurs par mois que Facebook. Et The Pirate Bay était le seul endroit où vous étiez sûr de trouver ce que vous cherchiez. Hypothétiquement, bien sûr. Le monde passait lentement du physique au numérique. Et même les gens qui n'étaient pas très calés en technologie réalisaient que les fichiers numériques pouvaient être copiés à l'infini, presque gratuitement. Au pic, 95% de tous les téléchargements de musique étaient piratés, parce que c'était devenu moins cher et surtout le moyen le plus facile de remplir de grandes bibliothèques numériques que le stockage numérique bon marché rendait possible. Mais ensuite, ça s'est arrêté. Depuis 2012, Internet est devenu plus rapide, le stockage est devenu moins cher et les gens sont devenus plus à l'aise avec les ordinateurs, ce qui aurait dû accélérer la croissance. Mais non. Depuis 2015, le partage de fichiers peer-to-peer s'est effondré en popularité. Les services de streaming comme Spotify et Netflix étaient tout simplement meilleurs, plus faciles et plus sûrs pour avoir du contenu. Et maintenant, alors que ces services sont devenus nettement pires et simultanément plus chers, le piratage fait son retour. Ça semble assez simple, mais ce n'est pas toute l'histoire. Concrètement, ces entreprises savaient que ce jour viendrait. C'était juste très important qu'elles puissent prétendre que ça n'arriverait pas. Alors, qu'est-ce qui a vraiment fait disparaître le piratage et qu'est-ce qui le ramène vraiment peut sembler simple, mais il y a en fait un peu plus. Tout d'abord, la majorité des gens aimeraient en fait acquérir leurs médias légalement tant que c'est facile et pas ridiculement cher. La plupart des gens raisonnables comprennent qu'il faut du temps et de l'argent pour produire une chanson, filmer un film ou développer un jeu vidéo. Et les gens qui travaillent sur ces projets doivent être payés, sinon ils ne vont tout simplement pas les faire. Même les pirates le savent. Une étude faite en Australie, au pic du piratage en ligne, a montré que les gens qui pirataient du contenu étaient en fait plus prêts à payer pour ça si c'était disponible. Ce qui date vraiment l'étude, c'est que les pirates en ligne étaient bien plus prêts à payer pour des films et de la musique sur iTunes ou QuickFlix. C'est parce que les gens qui pirataient du contenu regardaient simplement plus de contenu en général, et la plupart d'entre eux allaient sur la baie seulement s'ils ne trouvaient pas ce qu'ils cherchaient de façon légale. Donc, deux choses ont changé après 2013. Oui, il y a eu des fermetures très médiatisées de certains de ces sites, mais même les autorités elles-mêmes savaient qu'elles jouaient simplement au jeu du chat et de la souris. Un des fichiers les plus téléchargés sur The Pirate Bay était The Pirate Bay, une copie complète du site avec toutes les adresses qui pouvaient être installées par n'importe qui avec un serveur de base si jamais les autorités fermaient le site original. Mais ensuite sont arrivés les sites de streaming qui, grâce à Internet plus rapide, permettaient aux gens de regarder du contenu quand ils voulaient, sans leur donner accès aux fichiers numériques qui pouvaient être copiés et partagés légalement. Le plus important, c'est que ces options étaient tellement faciles comparées au piratage et tellement moins chères que d'acheter des chansons ou des films un par un qu'il n'y avait simplement aucune raison de s'embêter avec autre chose. Aujourd'hui, tout ça a changé. Il y a des dizaines de services de streaming qui deviennent tous de plus en plus chers chaque année. Les films et séries que vous regardez sont divisés sur plusieurs plateformes. Les services eux-mêmes deviennent pires en ajoutant des pubs et en montrant du contenu moins intéressant. Et en plus de tout ça, ce n'est plus aussi facile. Même une seule série télé peut avoir des saisons sur différents services de streaming. Et maintenant, pour regarder un film, il faut d'abord chercher sur Google quel service a le film Gremlins de 1984. Et si vous n'avez pas de chance, quelle combinaison de services de streaming et de VPN va vous donner le film que vous voulez regarder. Si vous faites déjà tous ces efforts, il devient vraiment tentant de simplement remplacer les services de streaming par le piratage, parce que dans la plupart des cas, ce sera plus facile. Alors oui, on dirait que les services de streaming étaient pas chers et faciles, ce qui a tué le piratage. Ensuite, ils sont devenus chers et mauvais, ce qui a fait revenir le piratage. Ça paraît simple, mais c'est faux. C'est facile de dire que tout ça, c'est juste des entreprises stupides qui sont trop avides pour leur propre bien, et c'est clairement une partie du problème. Mais il y a beaucoup plus que ça. Le streaming musical, par exemple, marche bien. Il y a plusieurs services, mais presque tous ont presque toute la musique que vous cherchez. Du coup, personne ne pirate vraiment de chansons maintenant. Ce qui est super impressionnant quand on se rappelle qu'il y a 15 ans, 95% de la musique était téléchargée illégalement. Les artistes ne sont pas contents des revenus plus bas qu'ils ont du streaming comparé aux ventes d'albums physiques, mais la plupart acceptent quand même, parce qu'un peu d'argent, c'est mieux que leur musique étant accessible gratuitement. Ça soulève une idée qui peut être impopulaire. Peut-être que ce n'est pas le streaming qui est cassé, c'est peut-être l'industrie du cinéma qui est cassée. L'âge d'or du streaming n'allait jamais durer parce qu'il n'était jamais censé durer. For a lot of people, they've decided it's time to cut back. But legitimately, it might be time to cancel some subscriptions, and I'm probably going to have to cancel some. Some of them I'm not using, and it's just wasting money. There's so many of these, it's hard to keep track. At that point, that's an adversarial relationship. I don't want to pay people to enter adversarial relationships. We aim, as I said, for this business to be a growth business for the company with margins that our shareholders will feel good about. Netflix est le plus grand service de streaming de films et séries au monde. Il a plus de 300 millions d'abonnés payants. Et contrairement à beaucoup de ses concurrents, il est vraiment rentable. Mais dès le début du streaming en ligne, il savait qu'il perdrait des gens au profit du piratage. Il s'en fichait juste. Et pour voir pourquoi, dès
Désolé, mais vous allez devoir regarder des chiffres financiers. L'année dernière, Netflix a fait 8,7 milliards de profits après impôts, ce qui est super impressionnant. Mais ça rend difficile de justifier une valeur de plus de 500 milliards de dollars. À ce rythme, les actionnaires auraient besoin de 57 ans pour récupérer leur investissement, ce qui n'est pas raisonnable pour une entreprise dans une industrie dominante depuis seulement 10 ans. Il y a 57 ans, regarder un film ressemblait à ça. Et dans 57 ans, c'est très peu probable qu'on regarde encore des films via ces mêmes services de streaming. Maintenant, la plupart des investisseurs ne sont pas idiots. Ils savent que Netflix ne peut pas récupérer son argent avec sa structure actuelle. Ce sur quoi ils parient, c'est pouvoir offrir un service moins cher qu'ils peuvent facturer plus cher pour augmenter les marges. Bref, couper le contenu, augmenter les prix et ajouter des trucs bizarres comme des jeux mobiles dans l'app ne sont pas une surprise. Ça fait partie d'un plan que l'entreprise savait devoir faire depuis le début du streaming en ligne. Ce serait juste mieux s'ils pouvaient le faire sans concurrence. Maintenant, côté dépenses, il y a de bonnes nouvelles. Avec la technologie qui s'améliore, l'infrastructure réseau est devenue moins chère pour la même capacité, ce qui veut dire que le coût pour diffuser des vidéos aux gens s'améliore chaque année. Le coût des revenus de Netflix, ajusté pour l'inflation, est stable depuis 2022, malgré près de 100 millions de nouveaux utilisateurs. Dans ces coûts, il y a les serveurs et l'infrastructure réseau, mais aussi le coût pour avoir des licences et produire leurs propres films, séries et jeux. Une autre raison pour laquelle leurs coûts se sont améliorés, c'est qu'ils ont moins de licences de contenu qu'avant. Et ça, c'est pour deux raisons. La première, c'était une décision de réduire les coûts, surtout pour le contenu qui n'attirait pas de nouveaux utilisateurs. La deuxième raison, c'est qu'ils ne peuvent plus avoir autant de titres parce que les studios indépendants ont créé leur propre service de streaming et veulent garder leurs meilleures propriétés en exclusivité. Comme ça, ils forcent les gens à soit passer à leur plateforme, soit payer pour 2 services de streaming ou plus. Netflix produit ses propres titres, mais ça ne rattrape pas le contenu qu'ils perdent des licences. Alors pourquoi ça veut dire que Netflix se fiche du piratage? Eh bien, publiquement, ils disent qu'ils sont soucis, bien sûr, mais le piratage va nuire à leurs concurrents beaucoup plus qu'à eux. Si les gens ne trouvent pas un film ou une série sur Netflix et le piratent, ça ne coûte pas vraiment d'argent à Netflix, parce que la majorité du contenu là-bas n'était pas le leur, et ils n'ont probablement pas payé pour le produire. Une étude de 2023 dans le Journal of Economic Behavior and Organization appelée Pirate and Chill a montré que quand des films quittaient Netflix pour une autre plateforme, le piratage de ce contenu augmentait de plus de 20%. Ça a montré pourquoi Netflix n'était pas trop inquiet du piratage en ligne. Dans une citation maintenant célèbre du directeur du contenu, il a dit que pour que Netflix réussisse, on doit devenir des studios de cinéma plus vite que les studios ne peuvent devenir nous. Le piratage, qui nuisait surtout aux vieux studios de cinéma et leurs bibliothèques de contenu, n'était pas quelque chose que Netflix encourageait, mais en privé, il n'était pas trop triste que ça arrive. Une autre façon de voir ça, c'est qu'évidemment, Amazon n'encourage pas le vol, mais c'est un problème qui nuit plus à leurs concurrents qu'à eux. Le piratage a aussi été un outil pratique dans l'histoire de l'entreprise. En 2013, ils ont admis utiliser des données de sites de piratage pour découvrir ce qui était populaire, et donc ce qui valait la peine d'avoir en licence. Ok, donc Netflix se fiche de la montée du piratage. Mais qu'en est-il des vrais studios hollywoodiens? Eh bien, eux s'en soucient vraiment, et ils attaquent le vol de propriété intellectuelle avec fureur. Mais ils sont dans une situation difficile. Ils pourraient tuer le piratage en mettant leur contenu sur une seule plateforme facile, mais pour le moment, ce serait probablement Netflix, et une entreprise comme Disney ne serait pas d'accord après avoir tant investi dans son propre service. S'ils continuent à se faire concurrence, ils vont juste rendre l'expérience pire pour tout le monde et perdre plus face au piratage. Maintenant, pour ces entreprises, ce combat arrive au pire moment. Il y a une raison pour laquelle les studios de musique ont pu bien jouer et rendre leur contenu disponible partout, tandis que les studios de cinéma se battaient à mort. La musique est beaucoup moins chère à produire, mais il y a plus de façons de gagner de l'argent au-delà de juste vendre une chanson ou un album. Les artistes ne gagnent pas autant du streaming que des ventes d'albums physiques, mais ils se rattrapent avec les tournées, le merchandising et autres contrats. D'un autre côté, les films sont devenus plus chers à produire et les gens vont moins au cinéma depuis le Covid. Ironiquement, une des plus grandes sorties des 5 dernières années était pour un studio de musique avec le film de la tournée Eras de Taylor Swift. Avant, un mauvais box-office, c'était pas si grave, parce que les films moyens pouvaient récupérer leur argent avec les ventes de DVD. Mais évidemment, c'est plus le cas maintenant. Donc les studios ont mis plus d'efforts pour pousser leur service de streaming pour récupérer la différence. C'est une stratégie risquée et il y a des centaines de milliards de dollars en jeu. Donc les dirigeants veulent vraiment croire que ça va marcher. Mais si ça ne marche pas, il y a des leçons de l'industrie de la musique qui n'a pas battu le piratage. Elle l'a juste rendu inutile. D'abord, les films sont devenus trop chers pour le marché actuel. Les studios ont compris que les gens ne vont au cinéma que pour des occasions spéciales maintenant, parce que c'est cher. L'expérience au cinéma n'est plus si bonne, et les gens peuvent attendre un mois et regarder gratuitement sur un service de streaming qu'ils payent déjà. Au lieu de rendre tout ça moins cher et de prendre moins de risques, ils ont mis tout leur argent sur des méga blockbusters. Sur les 20 films les plus chers jamais faits, 19 sont sortis ces 10 dernières années, après que le streaming soit déjà populaire. Ces chiffres comptent seulement le budget de production.
pas le budget marketing. Et côté revenus, le box-office n'inclut pas la part des cinémas. Même avec des estimations super généreuses, seulement la moitié de ces films ont récupéré leur argent. Et certains comme The Marvels, Blanche-Neige, Dial of Destiny et le dernier Mission Impossible sont des pertes catastrophiques. Jusqu'ici, les studios ont pu justifier ces grosses productions à leurs investisseurs en parlant de leur valeur intellectuelle, qui peut attirer des clients vers leur plateforme de streaming. Mais ça ne marche pas vraiment. Les clients qui s'inscrivent pour voir un seul film ne restent pas abonnés longtemps, comparé à ceux qui aiment une grande bibliothèque de films moyens ou de séries. Ces grosses productions mettent aussi plus de pression sur l'entreprise, car ces pertes doivent être compensées quelque part, et c'est souvent avec l'augmentation des prix, plus de pubs et un service pire. Bon, je comprendrais que vous ne plaigniez pas les dirigeants de studios hollywoodiens, mais ils sont vraiment dans une situation difficile. Plus ils résistent au changement du monde des médias, plus ils poussent les gens vers le piratage. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour continuer à découvrir pourquoi j'aime l'argent.